tu crois peut-être que ton plus grand ennemi est le manque de temps, de motivation ou de talent. Pourtant, Nietzsche et Machiavel auraient répondu tout autre chose. Ton véritable adversaire est un cerveau qui recherche constamment le confort, évite la douleur et négocie chaque effort avant même que tu aies commencé. Tant que cette mécanique invisible dirige ta vie, chaque ambition finit par mourir dans les promesses du lendemain. Mais si tu comprends comment retourner cette force contre elle-même, les tâches les plus difficiles deviendront le terrain où ton identité se transforme. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes psychologiques et philosophiques qui permettent de discipliner le désir, de dominer la résistance intérieure et de construire un esprit qui agit avant de ressentir l'envie. Écris en commentaire. Je commande à mon esprit, pas à mes excuses. Abonne-toi, laisse un j'aime et reste jusqu'à la fin. Car la dernière révélation explique pourquoi les individus les plus puissants ne cherchent jamais la motivation, mais quelque chose de beaucoup plus redoutable. À première vue, les enseignements de Nietzsche et de Machiavel semblent appartenir à deux univers opposés. L'un explore la conquête de soi, l'autre dévoile les mécanismes du pouvoir. Pourtant, ils se rejoignent sur une vérité que notre époque préfère ignorer. L'être humain n'est pas naturellement destiné à accomplir les choses difficiles. Nietzsche observait que l'homme fuit instinctivement tout ce qui exige une transformation profonde, car évoluer signifie mourir symboliquement à une ancienne version de soi. Machiavel, quant à lui, remarquait que les individus suivent presque toujours la voie la plus simple, même lorsqu'elle les conduit à leur propre déclin. Avec le temps, ces enseignements ont été réduits à des caricatures. Nietzsche est devenu le philosophe de la force brute, Machiavel celui de la manipulation, alors que tous deux parlaient avant tout de maîtrise intérieure, de lucidité et de discipline. Dans un monde dominé par les distractions instantanées, les récompenses rapides et la recherche permanente du confort, cette sagesse est devenue plus dérangeante que jamais. Comprendre pourquoi ton cerveau résiste à l'effort n'est donc pas seulement une question de productivité, c'est une question de liberté. Car celui qui ne gouverne pas ses propres impulsions finit toujours par être gouverné par elles, sans même s'en rendre compte. Chaque grande transformation commence par une décision que le cerveau refuse presque toujours d'accepter. Ce refus n'est pourtant pas une fatalité. Il obéit à des mécanismes précis que Nietzsche et Machiavel avaient déjà compris bien avant les neurosciences modernes. Les dévoiler, c'est reprendre le commandement de toi-même. Le premier mécanisme de la volonté souveraine consiste à comprendre que ton cerveau ne poursuit pas naturellement la grandeur. Il poursuit avant tout l'économie d'énergie. Chaque fois que tu veux commencer un projet difficile, apprendre une compétence exigeante, te lever plus tôt ou affronter une peur, une partie primitive de ton esprit interprète cette décision comme une menace inutile. Elle cherche alors à négocier, repousser ou abandonner. Beaucoup croient manquer de discipline, alors qu'ils obéissent simplement à un programme ancien destiné à économiser leurs ressources. Nietzsche observait déjà que l'homme préfère le confort de ses habitudes à la douleur de sa propre évolution. Machiavel aurait ajouté qu'un dirigeant incapable de gouverner ses propres impulsions sera toujours dominé par elles. La véritable bataille ne consiste donc jamais à attendre la motivation. Elle consiste à agir avant que le cerveau ait terminé ses négociations. Chaque action accomplie, malgré la résistance, envoie un message silencieux à ton esprit. Tu n'es plus un serviteur de tes émotions, mais leur commandant. Progressivement, ton identité change. Tu ne deviens pas quelqu'un qui aime naturellement les difficultés. Tu deviens quelqu'un qui refuse de laisser ses sensations décider de son destin. C'est cette inversion du pouvoir qui marque le début d'une volonté véritablement souveraine. Le deuxième mécanisme de la volonté souveraine repose sur une vérité inconfortable que peu de personnes acceptent. Ton cerveau adore les récompenses immédiates, mais il respecte uniquement ce qui a coûté un véritable sacrifice. Les plaisirs faciles produisent une satisfaction rapide, suivie d'un vide silencieux. Les efforts difficiles provoquent une souffrance temporaire, suivie d'une confiance durable. Pourtant, notre époque inverse constamment cet ordre naturel.
les distractions permanentes, les récompenses instantanées et les divertissements illimités entraînent l'esprit à rechercher ce qui procure un soulagement immédiat. Nietzsche dénonçait déjà cette fuite permanente devant tout ce qui exige une élévation intérieure. Machiavel savait également qu'un peuple habitué au confort devient incapable de défendre sa propre puissance lorsque surviennent les difficultés. La même logique gouverne ton esprit. Chaque fois que tu choisis volontairement une tâche difficile au lieu d'un plaisir immédiat, tu renforces une autorité invisible sur toi-même. Ton cerveau découvre progressivement que l'effort n'annonce plus une punition, mais une victoire. Avec le temps, il cesse de considérer les défis comme des ennemis. Ils deviennent l'épreuve concrète que tu avances là où la majorité préfère abandonner. Voilà pourquoi la difficulté cesse peu à peu d'être un obstacle. Elle devient le symbole de ton expansion personnelle. Le troisième mécanisme de la volonté souveraine consiste à transformer ton identité avant de transformer tes habitudes. La plupart des individus répètent chaque matin qu'ils veulent devenir plus disciplinés, plus courageux ou plus productifs. Pourtant, ils continuent inconsciemment à se définir comme des personnes qui luttent contre leur propre paresse. Tant que cette identité demeure, chaque effort ressemble à une bataille interminable. Nietzsche affirmait que l'homme devait continuellement se dépasser pour créer une version supérieure de lui-même. Machiavel rappelait qu'un souverain n'attend jamais que les circonstances confirment son autorité. Il agit comme un dirigeant avant même que les autres reconnaissent son pouvoir. Cette logique s'applique parfaitement à ton cerveau. Lorsque tu commences à penser comme quelqu'un qui accomplit naturellement les tâches difficiles, chacune de tes décisions renforce cette nouvelle identité. Tu ne fais plus du sport parce que tu cherches de la motivation. Tu fais du sport parce que c'est ce que fait la personne que tu as décidé d'être. Tu ne repousses plus les responsabilités parce que tu ne négocies plus avec ton ancien personnage. À partir de cet instant, l'effort cesse d'être une obligation extérieure. Il devient une conséquence naturelle de la personne que tu incarnes volontairement chaque jour. Le quatrième mécanisme de la volonté souveraine consiste à cesser de considérer l'inconfort comme un signal d'arrêt. Depuis l'enfance, ton cerveau apprend à éviter tout ce qui provoque de la fatigue, de l'incertitude ou de la frustration. Cette programmation est utile pour survivre, mais elle devient destructrice lorsqu'il s'agit de progresser. Chaque objectif important exige une période où rien ne semble agréable. Beaucoup abandonnent précisément à cet instant, persuadés que leur manque d'envie signifie qu'ils suivent la mauvaise direction. Nietzsche aurait vu dans cette réaction une incapacité à accueillir l'épreuve nécessaire à toute élévation. Machiavel y aurait reconnu une faiblesse exploitable par n'importe quel adversaire. Celui qui fuit systématiquement l'inconfort devient prévisible, manipulable et dépendant de ses émotions. En revanche, celui qui accepte volontairement une dose quotidienne de difficulté construit une résistance que peu de personnes possèdent. Ton cerveau finit alors par comprendre que la douleur momentanée ne représente plus un danger. Elle devient simplement le prix normal de chaque conquête. Cette transformation est silencieuse. Aucun miracle ne se produit du jour au lendemain. Pourtant, après des semaines de pratique, tu remarques que les tâches qui semblaient insurmontables deviennent ordinaires. Ce changement ne vient pas d'une motivation exceptionnelle. Il provient d'une relation totalement nouvelle avec l'inconfort, désormais perçu comme un allié indispensable de ta puissance intérieure. Le cinquième mécanisme de la volonté souveraine repose sur une stratégie que les individus les plus disciplinés appliquent sans toujours en avoir conscience. Ils prennent leurs décisions avant que leurs émotions aient le temps d'intervenir. La plupart des personnes consultent d'abord leur humeur, leur énergie ou leur motivation avant d'agir. Elles donnent ainsi le pouvoir à un état intérieur qui change constamment. Machiavel enseignait qu'un dirigeant incapable de décider rapidement perd toujours l'avantage stratégique. Nietzsche rappelait que la volonté véritable ne dépend jamais des circonstances favorables. Ensemble, leurs enseignements révèlent une règle fondamentale. Les décisions importantes doivent être prises lorsque l'esprit est calme, puis exécutées sans renégociation. Chaque fois que tu rediscutes avec toi-même au moment d'agir, ton cerveau ouvre une négociation dont il connaît déjà l'issue. Il produit des excuses crédibles, des raisonnements séduisants
et des reports qui paraissent logiques. La victoire consiste donc à supprimer cette discussion intérieure avant même qu'elle commence. Prépare ton action, fixe ton heure, puis exécute-la comme une obligation déjà décidée. Plus tu réduis l'espace laissé aux émotions, plus ton cerveau comprend que les ordres ne sont plus soumis au vote de tes envies passagères. C'est ainsi que naît une discipline qui survit aux mauvaises journées. Quelle est aujourd'hui la tâche difficile que tu repousses depuis le plus longtemps? Écris-la en commentaire, puis ajoute cette phrase. Je décide avant mes émotions. Ce simple engagement peut devenir le premier acte de ton changement. Le 6e mécanisme de la volonté souveraine consiste à utiliser chaque victoire comme une preuve irréfutable contre tes anciennes limites. La majorité des individus accomplissent une tâche difficile, puis passent immédiatement à la suivante, sans laisser leur cerveau intégrer ce qu'ils viennent de prouver. Ils continuent inconsciemment à se raconter la même histoire, celle d'une personne fragile, irrégulière ou incapable d'aller jusqu'au bout. Pourtant, ton identité est façonnée par les preuves que tu accumules, non par les intentions que tu répètes. Nietzsche expliquait que l'homme devient ce qu'il affirme par ses actes, jamais par ses discours. Machiavel savait qu'un souverain consolide son autorité grâce à une succession de victoires visibles, même modestes, car elles construisent une réputation que plus personne n'ose contester. Fais de même avec toi-même. Après chaque action difficile accomplie, prends quelques instants pour reconnaître ce qu'elle signifie réellement. Tu n'as pas seulement terminé une tâche, tu as démontré que ton cerveau pouvait recevoir un ordre et l'exécuter malgré son opposition. Cette reconnaissance transforme progressivement chaque effort en fondation solide. Les anciennes excuses perdent leur crédibilité car elles sont désormais contredites par des faits. À force de multiplier ces preuves, ton esprit cesse de douter de ta capacité. Il commence à considérer la discipline comme ton état naturel, plutôt que comme un exploit exceptionnel réservé aux rares journées parfaites. Le 7e mécanisme de la volonté souveraine est peut-être le plus dérangeant, car il exige d'abandonner une illusion profondément enracinée. Tu n'as pas besoin d'aimer les choses difficiles pour les accomplir. Tu dois seulement décider qu'elles ne sont plus négociables. Notre époque glorifie la passion, l'inspiration et la motivation comme si elles étaient les véritables moteurs de la réussite. Pourtant, elles disparaissent au moindre obstacle. Nietzsche invitait l'homme à dire oui à son destin, même lorsqu'il était exigeant, parce que la grandeur naît de l'acceptation consciente de l'épreuve. Machiavel rappelait qu'un dirigeant qui adapte constamment ses décisions à ses émotions finit par perdre son autorité. La leçon est brutale, mais libératrice. Les individus les plus puissants ne possèdent pas un cerveau différent. Ils ont simplement supprimé l'idée que leurs envies devaient participer aux décisions importantes. Lorsque l'action devient une règle plutôt qu'une option, le cerveau cesse progressivement de résister avec la même intensité. Il comprend que ses protestations n'ont plus d'effet sur le résultat. C'est alors qu'apparaît une forme rare de liberté. Tu n'es plus esclave de ton humeur, de ta fatigue ou de tes peurs. Tu avances parce que tu l'as décidé, et cette décision vaut davantage que toutes les émotions passagères réunies. Derrière chaque action difficile se cache une guerre que la plupart des individus ne voient jamais. Ce n'est plus seulement une question de volonté, mais de domination psychologique. Les mécanismes qui gouvernent ton cerveau agissent dans l'ombre, orientent tes décisions et façonnent ton destin bien avant que tu en prennes conscience. Les dévoiler change définitivement la manière dont tu affrontes l'effort. La première révélation interdite du cerveau discipliné est que ton esprit ne déteste pas réellement l'effort. Il déteste l'incertitude. Lorsque tu fais face à une tâche complexe, ton cerveau ne sait pas exactement combien de temps elle prendra, quelle douleur elle provoquera, ni si elle aboutira à une récompense. Cette absence de certitude déclenche un mécanisme de protection qui pousse naturellement vers des activités familières, rapides et prévisibles. Voilà pourquoi consulter ton téléphone paraît soudain plus attirant que commencer un projet important. Nietzsche voyait dans cette fuite une incapacité à accepter le devenir, cette zone où l'homme quitte ce qu'il connaît, sans encore posséder ce qu'il deviendra. Machiavel comprenait lui aussi que toute conquête exige d'avancer avant d'avoir des garanties. Les plus puissants ne disposent jamais de toutes les certitudes. Ils avancent malgré leur absence. Lorsque tu comprends cela,
tu cesses d'attendre le moment parfait. Tu réalises que l'inconfort provient moins de la difficulté elle-même que du brouillard qui l'entoure. Plus tu entres volontairement dans cette incertitude, plus ton cerveau apprend qu'elle ne représente pas un danger réel. Peu à peu, il cesse de déclencher la même résistance. Tu découvres alors que le courage n'est pas l'absence de doute. C'est la décision d'agir avant que le doute disparaisse. La deuxième révélation interdite du cerveau discipliné est que chaque distraction modifie silencieusement ton identité. Beaucoup pensent que quelques minutes perdues n'ont aucune importance. Pourtant, le cerveau ne mémorise pas seulement ce que tu fais. Il mémorise surtout le type de personne que tes actions révèlent. Chaque report, chaque renoncement et chaque fuite devant une difficulté deviennent des preuves utilisées contre toi lors de la décision suivante. Nietzsche expliquait que l'homme forge continuellement son caractère par la répétition de ses actes. Machiavel savait qu'une réputation se construit lentement et gouverne ensuite tous les comportements futurs. Cette loi s'applique également à toi-même. Ton cerveau possède une réputation intérieure de ta propre personne. Si tu lui montres chaque jour que tu abandonnes dès que l'effort apparaît, il considérera cette faiblesse comme ton identité normale. À l'inverse, chaque engagement tenu renforce une réputation intérieure de fiabilité. C'est cette réputation invisible qui explique pourquoi certaines personnes agissent presque automatiquement, tandis que d'autres doivent lutter contre elles-mêmes pour la moindre tâche. La discipline n'est donc pas seulement une habitude, c'est une image intérieure que ton cerveau protège ensuite avec une étonnante fidélité. Change cette réputation et tes décisions commenceront progressivement à changer avec elle. La troisième révélation interdite du cerveau discipliné est que la souffrance psychologique diminue rarement avant l'action. Elle diminue presque toujours après les premiers instants du mouvement. C'est ici que le cerveau piège la majorité des individus. Il leur fait croire qu'ils doivent ressentir davantage d'énergie avant de commencer. En réalité, c'est précisément le commencement qui produit l'énergie recherchée. Machiavel aurait considéré cette illusion comme une faiblesse stratégique, car attendre des conditions idéales revient à remettre son pouvoir entre les mains des circonstances. Nietzsche, lui, invitait l'homme à créer son élan par l'action elle-même, plutôt qu'à espérer un état émotionnel favorable. Observe ton expérience personnelle. Les minutes précédant une tâche difficile sont souvent plus pénibles que la tâche elle-même. Une fois engagé, ton esprit cesse progressivement de résister et concentre enfin ses ressources sur l'exécution. Cette vérité reste invisible parce que beaucoup abandonnent avant d'atteindre ce point de bascule. Ils confondent la douleur du départ avec celle du parcours entier. Pourtant, celui qui apprend à franchir volontairement les premières minutes découvre un phénomène étonnant. L'effort cesse d'être un mur infranchissable. Il devient une porte qui s'ouvre uniquement devant ceux qui acceptent d'avancer avant de se sentir prêts. La quatrième révélation interdite du cerveau discipliné est que ton esprit exagère toujours le coût de l'effort avant qu'il ne commence. Cette déformation n'est pas un hasard. Elle constitue un mécanisme de survie hérité d'une époque où gaspiller son énergie pouvait coûter la vie. Aujourd'hui, ce même programme agit contre toi. Il transforme une heure de travail en montagne infranchissable, une conversation difficile en catastrophe annoncée, un entraînement en souffrance interminable. Pourtant, une fois l'action engagée, la réalité se révèle presque toujours moins douloureuse que le scénario imaginé. Nietzsche considérait cette tendance comme une prison mentale dont seuls les individus capables d'affronter volontairement leur peur pouvaient sortir. Machiavel savait qu'un adversaire devient dangereux uniquement lorsque tu acceptes l'image qu'il projette avant le combat. Ton cerveau utilise exactement cette stratégie contre toi. Il cherche à gagner sans affrontement, simplement en te convainquant que la bataille est perdue d'avance. Chaque fois que tu refuses cette illusion et que tu avances malgré les anticipations négatives, tu affaiblis progressivement ce vieux mécanisme. Ton esprit apprend que ces prédictions ne sont pas des vérités, mais des hypothèses souvent erronées. À partir de ce moment, tu développes une qualité rare. Tu n'obéis plus à ce que ton cerveau imagine. Tu obéis uniquement à ce que la réalité démontre,
Et cette différence change profondément ton rapport à toutes les difficultés. La 5e révélation interdite du cerveau discipliné est que la fatigue n'est pas toujours le signal d'un manque d'énergie. Elle est souvent le symptôme d'un manque de décision. Beaucoup pensent être épuisés parce qu'ils ont trop travaillé. En réalité, ils sont épuisés parce qu'ils passent leur journée à hésiter, repousser, négocier et recommencer mentalement les mêmes choix. Chaque décision non prise continue de consommer silencieusement des ressources psychologiques. Machiavel rappelait qu'un dirigeant qui tarde à trancher perd davantage d'énergie que celui qui agit rapidement, même imparfaitement. Nietzsche invitait également à vivre avec une affirmation puissante de sa propre volonté plutôt qu'avec une succession infinie d'hésitations. Cette logique transforme complètement ta manière d'interpréter la fatigue. Avant de croire que ton cerveau manque de force, demande-toi combien de batailles inutiles tu lui imposes chaque jour. Combien de fois renégocies-tu une décision déjà prise? Combien d'énergie gaspilles-tu à chercher l'envie au lieu de commencer? Lorsque tes engagements deviennent définitifs, une grande partie de cette fatigue disparaît. Ton esprit cesse de tourner en cercle autour des mêmes résistances. Il dirige enfin toute sa puissance vers l'exécution. C'est pourquoi les personnes les plus disciplinées paraissent souvent plus calmes. Elles économisent leur énergie en supprimant les débats intérieurs qui épuisent silencieusement la majorité. Quelle révélation t'a le plus frappé jusqu'à présent? Écris en commentaire. Mon cerveau ne commande plus ma vie. Cette phrase peut devenir le rappel quotidien que le véritable pouvoir commence lorsque tu refuses de laisser tes anciennes programmations décider à ta place. La 6e révélation interdite du cerveau discipliné est que chaque promesse non tenue détruit davantage ta puissance intérieure qu'un véritable échec. Beaucoup redoutent de se tromper, d'échouer ou d'être jugés. Pourtant, le danger le plus profond est ailleurs. Il apparaît chaque fois que tu te donnes un ordre et que tu refuses de l'exécuter. Ton cerveau enregistre alors un message extrêmement puissant. Il comprend que tes décisions ne sont pas des engagements, mais de simples intentions sans valeur. Nietzsche considérait que l'homme forgeait sa force en restant fidèle à ce qu'il avait librement choisi. Machiavel savait qu'aucun souverain ne conserve son autorité si ses paroles cessent d'être suivies des faits. Cette règle ne concerne pas uniquement les autres. Elle s'applique d'abord au gouvernement de toi-même. Lorsque tu répètes des promesses que tu abandonnes ensuite, tu fragilises la confiance que ton propre esprit place dans tes décisions. À l'inverse, chaque engagement respecté, même minuscule, renforce une autorité intérieure, presque invisible. Peu importe que la tâche soit spectaculaire ou ordinaire. Ce qui compte est la cohérence entre ta parole et ton action. C'est cette cohérence qui transforme progressivement ton cerveau en allié. Il cesse de remettre en question chacun de tes ordres, car l'expérience lui a appris qu'ils seront exécutés. La discipline cesse alors d'être un combat permanent. Elle devient une conséquence naturelle de la crédibilité que tu construis devant toi-même, jour après jour. La 7e révélation interdite du cerveau discipliné est que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à vouloir ce qui te rend plus fort. Cette idée paraît paradoxale dans une époque où chacun associe la liberté à l'absence de contraintes. Pourtant, un cerveau livré à toutes ses envies devient rapidement dépendant du plaisir immédiat, des distractions permanentes et des émotions passagères. Nietzsche affirmait que l'homme supérieur crée ses propres valeurs au lieu de suivre celles dictées par ses instincts. Machiavel enseignait qu'un dirigeant digne de ce nom ne gouverne jamais selon ses impulsions, mais selon une vision plus élevée que ses désirs du moment. Cette leçon transforme entièrement la manière d'aborder les choses difficiles. Tu ne cherches plus à supprimer l'effort. Tu cherches à devenir le type de personne que l'effort révèle. Chaque défi devient une occasion de confirmer ton autorité sur toi-même. Chaque résistance franchie réduit le pouvoir de tes anciennes habitudes. Chaque victoire silencieuse élargit le territoire de ta liberté intérieure. Voilà le secret que peu de personnes découvrent réellement. Les individus les plus puissants ne possèdent pas un cerveau plus motivé que les autres. Ils possèdent un cerveau qui a appris au fil d'innombrables décisions conscientes qu'il n'est plus le maître. Il est devenu
un instrument au service d'une volonté souveraine qui ne demande plus la permission d'agir. Comprendre les mécanismes ne suffit jamais. Une volonté souveraine se construit uniquement lorsque la connaissance devient une discipline quotidienne. C'est ici que la majorité échoue. Ils admirent les idées, mais refusent les protocoles qui les transforment en puissance. Les pratiques qui suivent ont un seul objectif: apprendre à ton cerveau qu'il n'est plus celui qui donne les ordres. Le premier protocole de l'obéissance mentale consiste à agir dans les 5 premières secondes suivant la décision. Plus tu attends, plus ton cerveau produit des arguments destinés à préserver son confort. Chaque seconde supplémentaire ouvre une négociation intérieure où les émotions prennent progressivement le contrôle. Machiavel savait qu'une décision perd de sa force lorsqu'elle reste suspendue trop longtemps. Nietzsche rappelait que la volonté s'affaiblit lorsqu'elle se contente de contempler l'action sans l'accomplir. Dès qu'une tâche importante apparaît, impose-toi un mouvement immédiat. Lève-toi, ouvre le document, enfile tes chaussures, compose le numéro ou prends simplement la première action physique disponible. Ce premier geste n'est pas insignifiant. Il brise le pouvoir de l'inertie avant qu'elle ne consolide sa position. Ton cerveau découvre alors une nouvelle règle. Les décisions ne sont plus des sujets de débat, mais des ordres exécutés immédiatement. Répète ce protocole chaque jour, même pour des tâches modestes. Tu constateras qu'avec le temps, la résistance apparaît moins longtemps et moins intensément. Ce n'est pas parce que l'effort disparaît, mais parce que ton cerveau comprend progressivement qu'il ne possède plus le pouvoir de retarder l'action. L'obéissance commence toujours par la vitesse avec laquelle tu exécutes ton premier mouvement. Le deuxième protocole de l'obéissance mentale consiste à rendre les choses difficiles inévitables et les distractions compliquées. La plupart des individus comptent sur leur volonté alors qu'ils devraient compter sur leur environnement. Machiavel n'aurait jamais laissé un royaume dépendre uniquement de la bonne intention de ses sujets. Il construisait des systèmes qui orientaient naturellement les comportements. Fais la même chose avec ton cerveau. Prépare ton espace de travail la veille, éloigne ton téléphone, bloque les applications inutiles, dispose ton matériel avant même que la journée commence. Inverse également la logique des récompenses. Fais en sorte que l'accès aux distractions exige davantage d'efforts que le travail lui-même. Lorsque le chemin du confort devient plus complexe que celui de l'action, ton cerveau cesse progressivement de choisir la facilité par réflexe. Nietzsche considérait que l'homme fort créait volontairement des conditions favorables à son propre dépassement. Tu n'as donc pas besoin de lutter contre chaque tentation. Tu dois construire un environnement où les bonnes décisions deviennent les plus simples à exécuter. Ce protocole paraît banal, pourtant il transforme silencieusement des centaines de choix quotidiens. Tu économises une énergie précieuse car tu n'as plus besoin de convaincre ton cerveau à chaque instant. Tu modifies le terrain sur lequel la bataille se déroule et cette stratégie vaut souvent davantage qu'une motivation exceptionnelle. Le troisième protocole de l'obéissance mentale consiste à terminer chaque journée par une confrontation honnête avec toi-même. Beaucoup évaluent leurs résultats selon leurs intentions, leurs excuses ou leurs difficultés. Pourtant, ton cerveau ne progresse qu'au contact des faits. Chaque soir, prends quelques minutes pour répondre à 3 questions simples. Quel ordre t'es-tu donné aujourd'hui? L'as-tu exécuté entièrement? Si la réponse est non, quelle émotion a pris le commandement à ta place? Cet exercice paraît sévère, mais il développe une lucidité que peu de personnes possèdent. Machiavel insistait sur la nécessité d'observer la réalité telle qu'elle est, jamais telle qu'on aimerait qu'elle soit. Nietzsche invitait l'homme à devenir son propre juge avant que le monde ne le fasse à sa place. En répétant ce rituel quotidien, tu empêches ton cerveau de réécrire l'histoire pour protéger son confort. Les excuses perdent progressivement leur influence car elles sont remplacées par une analyse froide de tes comportements. Tu découvres alors des schémas invisibles, des moments précis où tu cèdes toujours, des habitudes qui sabotent discrètement tes ambitions. Cette connaissance te donne un avantage décisif. Tu ne combats plus une faiblesse abstraite. Tu corriges des mécanismes identifiés avec précision. Et c'est ainsi que l'obéissance mentale cesse d'être un idéal pour devenir une réalité. Le quatrième protocole de l'obéissance mentale
consiste à entraîner volontairement ton cerveau à rechercher une difficulté quotidienne. Cette pratique peut sembler contre-intuitive, pourtant, elle modifie profondément la manière dont ton esprit interprète l'effort. Chaque jour, choisis une action exigeante qui n'est pas indispensable, mais qui renforce ton autorité intérieure. Termine une tâche sans interruption, prends une douche froide, ajoute quelques minutes d'entraînement, lis lorsque ton cerveau réclame un divertissement ou accomplis immédiatement une responsabilité que tu repousses depuis longtemps. L'objectif n'est pas la performance. L'objectif est d'habituer ton cerveau à comprendre que la difficulté n'annonce plus une menace, mais une opportunité de renforcer ton pouvoir sur toi-même. Nietzsche considérait que l'homme grandissait au contact volontaire de ce qui résistait à sa volonté. Machiavel savait qu'une armée qui ne s'entraîne jamais en temps de paix sera incapable de tenir lorsque la véritable bataille commencera. Il en va de même pour ton esprit. Si tu affrontes uniquement les difficultés imposées par la vie, tu resteras toujours en réaction. En revanche, lorsque tu choisis consciemment tes propres épreuves, tu développes une avance psychologique considérable. Ton cerveau cesse progressivement de craindre l'effort parce qu'il comprend qu'il fait désormais partie de ton mode de vie. La discipline devient alors un terrain familier et non plus un événement exceptionnel qui exige une motivation extraordinaire. Le 5e protocole de l'obéissance mentale consiste à ne jamais célébrer une intention, mais uniquement une exécution. Notre époque récompense souvent les projets annoncés, les ambitions affichées et les objectifs proclamés. Pourtant, ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre parler d'une action et l'accomplir réellement. Chaque fois que tu annonces prématurément un grand changement, tu obtiens parfois une satisfaction émotionnelle qui réduit inconsciemment ton envie d'agir. Machiavel comprenait que les dirigeants les plus redoutables révélaient leurs résultats avant leurs intentions. Nietzsche, de son côté, invitait à laisser les actes parler plus fort que les promesses. Fais de cette règle un protocole personnel. Garde tes grandes décisions dans le silence jusqu'à ce qu'elles deviennent visibles par leurs conséquences. Lorsque tu termines une tâche difficile, autorise-toi à reconnaître calmement cette victoire, mais refuse de nourrir ton ego avec des projets encore inexistants. Ce simple changement protège ton énergie et concentre toute ton attention sur l'action réelle. Ton cerveau apprend progressivement que seule l'exécution produit une récompense. Les intentions cessent alors d'avoir une valeur émotionnelle suffisante pour remplacer les résultats. Tu construis ainsi une personnalité qui ne cherche plus à paraître disciplinée devant les autres. Elle préfère devenir réellement disciplinée dans le secret de ses propres décisions. Le 6e protocole de l'obéissance mentale consiste à supprimer toute possibilité de négociation avec toi-même. C'est précisément cette négociation qui détruit la majorité des ambitions. Tu te promets de commencer dans quelques minutes, tu repousses jusqu'à demain, puis tu cherches une nouvelle justification qui rend ton abandon acceptable. Chaque compromis affaiblit un peu plus ton autorité intérieure. Machiavel savait qu'un dirigeant qui renégocie constamment ses propres décisions perd rapidement le respect de ceux qu'il gouverne. Ton cerveau fonctionne exactement selon cette logique. Plus il constate que tes ordres sont modifiables, plus il apprend à les contester. Nietzsche invitait l'homme à devenir le créateur de sa propre loi, non son premier transgresseur. Établis donc des règles simples et absolues. Si tu as décidé de travailler 1 heure, tu travailles 1 heure. Si tu as prévu ton entraînement, tu t'entraînes, quelle que soit ton humeur. Tu ne consultes plus tes émotions avant d'agir, parce qu'elles n'ont plus le droit de voter. Les premiers jours seront inconfortables, mais ce malaise annonce précisément la naissance d'une nouvelle hiérarchie intérieure. Ton cerveau comprend progressivement qu'il peut exprimer son désaccord, mais qu'il ne possède plus le pouvoir de modifier la décision. À partir de cet instant, l'obéissance cesse d'être un effort exceptionnel. Elle devient le fonctionnement normal de ton esprit, capable d'exécuter sans discuter ce que ta volonté a déjà décidé. Le 7e protocole de l'obéissance mentale
consiste à faire de chaque journée un référendum silencieux sur la personne que tu deviens. Beaucoup imaginent que leur destin dépend de quelques grandes décisions extraordinaires. En réalité, il dépend surtout des dizaines de petits choix invisibles répétés quotidiennement. Chaque matin, ton cerveau te pose une question que tu n'entends jamais. Qui commande aujourd'hui? Est-ce le confort, la peur, l'habitude ou la volonté? Chaque réponse est inscrite dans tes actes, bien avant d'être formulée par tes pensées. Nietzsche rappelait que l'homme se construit continuellement par ce qu'il répète. Machiavel savait qu'un royaume ne s'effondre presque jamais en une seule journée, mais par une succession de petites concessions qui finissent par détruire son autorité. Il en est exactement de même pour ton esprit. Chaque décision difficile exécutée renforce ton gouvernement intérieur. Chaque concession inutile redonne du pouvoir à tes anciennes habitudes. Voilà pourquoi tu ne dois jamais mesurer une journée uniquement par ses résultats visibles. Mesure-la selon la qualité des ordres que tu as exécutés malgré tes résistances. C'est ainsi que naît une volonté souveraine. Un jour, sans même t'en apercevoir, tu regarderas les tâches qui te paralysaient autrefois, avec un calme presque déroutant. Tu comprendras alors que tu n'as jamais forcé ton cerveau à aimer les choses difficiles. Tu lui as simplement appris qu'il obéit désormais à un maître plus puissant que ses propres impulsions. Si tu ne devais retenir qu'une seule idée de cette vidéo, retiens celle-ci. Le problème n'a jamais été ton manque de motivation. Le véritable problème est que tu as laissé ton cerveau croire qu'il possédait le dernier mot. Pendant des années, il t'a appris à rechercher le confort, à éviter l'incertitude, à négocier chaque effort et à confondre tes émotions avec des ordres. Pourtant, Nietzsche et Machiavel convergent vers une vérité dérangeante. Celui qui ne gouverne pas son monde intérieur sera inévitablement gouverné par ses instincts, ses habitudes et les circonstances. La liberté n'est donc pas un sentiment, c'est une discipline. La puissance n'est pas un talent réservé à quelques individus exceptionnels. C'est une conséquence directe des décisions que tu exécutes lorsque personne ne te regarde. Chaque tâche difficile accomplie, chaque promesse tenue, chaque résistance dépassée construit une autorité intérieure que rien ne peut acheter, peu importe la vitesse de ta progression. Ce qui compte est la direction de chacune de tes décisions. Souviens-toi que ton cerveau apprend toujours de ce que tu fais, jamais de ce que tu promets. Chaque jour, il observe qui commande réellement. Si tu cèdes, il renforce tes anciennes chaînes. Si tu agis malgré tes peurs, il renforce ta souveraineté. Voilà pourquoi les individus les plus puissants semblent si calmes. Ils ne cherchent plus à vaincre leurs émotions. Ils ont déjà établi une hiérarchie où les émotions suivent la volonté et non l'inverse. Alors, à partir d'aujourd'hui, pose-toi une seule question avant chaque décision importante. Est-ce mon cerveau qui commande ma vie ou est-ce moi qui commande mon cerveau? Si cette réflexion t'a apporté une nouvelle manière de voir la discipline, abonne-toi à Oasis Invisible. Laisse un j'aime et partage cette vidéo à une personne qui attend encore la motivation pour commencer à vivre. Le véritable pouvoir commence toujours dans le silence d'une décision exécutée.